Monsieur Éric Stémelen. Alors effectivement, une politique keynésienne serait largement mieux de tout ce qu'il fait maintenant. Mais est-ce que, je me demande dans quelle mesure le but de Keynes n'était pas de sauver le capitalisme et que la question, c'est pas de faire une politique keynésienne, mais de faire quelque chose après avoir commencé par attaquer effectivement, parce qu'aujourd'hui c'est le pire. Mais après, il faudrait se poser la question, après une politique keynésienne, avoir commencé à attaquer le capital, aller plus loin. Oui, vieux débat puisqu'il avait lieu au sein du mouvement communiste en 1848 déjà, de savoir si on réformait le système ou bien si on envisageait de le détruire. Bon. Déjà à l'époque, Marx avait répondu que c'était la même chose. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, si on fait en sorte... Alors, c'est plus vraiment de l'économie, en fait, c'est tout simplement du matérialisme historique. Si on fait en sorte qu'un système politique, économique, par exemple le capitalisme, fonctionne, si je puis dire, le mieux possible, c'est-à-dire avec sa plus grande efficacité, il ira jusqu'au bout de sa capacité d'exploitation des forces productives, et en conséquence de quoi, on passera, si je puis dire, à un autre système de fait. C'est-à-dire qu'on ne peut imaginer une destruction du capitalisme que si le capitalisme va jusqu'au bout de sa capacité d'exploitation. Aujourd'hui, on est dans une situation où le capitalisme ne fonctionne plus. Alors, c'est pas du tout... Alors, on peut faire l'analyse que c'est parce qu'il est en crise finale. Or, pas du tout. On ne voit pas poindre aucun signe de la crise finale du capitalisme. On voit une situation dans laquelle le capitalisme s'est en quelque sorte réfugié dans une position archaïque. C'est pour ça que je citais le marquis d'Argenson. C'est-à-dire que le capitalisme s'est réfugié dans une position quasiment pré-capitaliste. Autrement dit, ce qui est l'essence même du capitalisme, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise. Le fait qu'il y a des gens qui ont du capital, qui entreprennent et qui ont des salariés. Ça existe évidemment, mais c'est presque un aspect secondaire actuellement du capitalisme qui est redevenu une économie pré-capitaliste et une économie de rentier. Aujourd'hui, la source essentielle du profit capitaliste, c'est la rente. C'est pas du tout l'entreprise. Et c'est pour ça que ma perception, mais c'est une perception de pur matérialiste historique, c'est en redonnant au capitalisme sa pleine efficacité, comme c'était le cas, on va dire, dans les années 50, 60, on aboutirait tôt ou tard à la mort du capitalisme. Tout simplement parce qu'il atteindrait un stade de fonctionnement et d'exploitation des forces productives qui serait tel que, progressivement, la part, alors je ne vais pas continuer un cours d'économie politique, mais enfin, la part des profits serait amenée à diminuer très, très régulièrement, comme ça avait été le cas précisément entre le 19e et le 20e siècle. Et à partir du moment où le montant de la masse salariale, c'est-à-dire de la rémunération du travail, augmenterait et que la part des profits diminuerait, le capitalisme s'effondrerait, entre guillemets, de lui-même. Alors, ceci étant, je ne suis pas non plus naïf. De lui-même signifierait c'est comme la Révolution française. La noblesse s'est effondrée d'elle-même effectivement par la fin de son efficacité économique, mais il a fallu la pousser un petit peu, quoi. Donc je pense que là aussi, le capitalisme s'effondrerait de lui-même, moyennant quelques épisodes robespierristes qui seraient les bienvenus. C'est bien sur la place d'Albertaz. Le monsieur avec le t-shirt jaune et bleu. Bonjour, merci pour ces éléments. Mais j'entends bien la relance par les salaires, bien sûr, c'est important. Mais si dans le même temps, on n'affaiblit pas la rémunération du capital, si dans le même temps, on ne se réapproprie pas les outils de production et la vie de la cité, on risque de rester en dehors. Et donc,
en dehors de la transformation sociale que l'on souhaite et que l'on désire. Donc il faut bien aussi proposer d'autres mesures pour affaiblir le capital. Sinon, on restera effectivement dans le schéma keynésien qui, néanmoins, n'a pas permis une transformation sociale réelle et une réappropriation par les citoyens de l'espace public. Donc je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui des gens qui réfléchissent peut-être sur un autre raisonnement et une déconnexion des salaires par rapport à la valeur ajoutée. Par exemple, en centralisant toute la part de valeur ajoutée créée et en la répartissant différemment au niveau, avec une péréquation qui pourrait être nationale et en fonction effectivement des emplois qui seraient créés et qui sont créateurs de richesse. Voilà, bon, c'est un élément que je souhaitais livrer parce qu'à mon sens, il faut qu'on tienne l'ensemble des éléments et la relance par les salaires ne peut suffire, à mon sens, à transformer la société, à passer à une société autogérée et réellement émancipatrice. Oui. Je veux bien me faire comprendre. Quand j'ai dit augmentation des salaires, c'était augmentation des salaires par la diminution drastique des profits distribués. Donc ça voulait dire que c'était une redistribution. Enfin, c'était pas une redistribution d'ailleurs, j'aime pas du tout le terme redistribution. Ça veut dire que dès le départ, la rémunération du capital doit revenir à 3%, on va dire. Ce qui ne peut s'opérer que par la force, c'est-à-dire que par la loi. Voilà, il faut qu'il y ait des lois, des règlements qui imposent cela, parce que naturellement, ils ne le feront pas. Donc soyons bien clairs, je ne propose pas d'augmenter les salaires comme ça ex nihilo, je propose de faire une répartition différente du profit des entreprises, en faisant en sorte que ce profit soit distribué d'entrée de jeu, voilà, c'est ça le terme exact, distribué d'entrée de jeu sous forme salariale plus élevée et sous forme de profit distribué plus faible. Bien. Ceci étant, c'est à la limite la même question que précédemment, je sais bien que ça ne me transforme pas le système globalement. Bon, mais je reprends mon histoire de matérialisme historique, c'est-à-dire que je ne vois pas comment une révolution aura lieu si le capitalisme ne va pas jusqu'au bout de son efficacité. C'est-à-dire que si le capitalisme est dans une situation comme aujourd'hui, qui est une situation régressive depuis 30 ans, on ne peut pas attaquer le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, tout simplement parce que ce qu'elle a, par contre, c'est ce qu'a raconté Gérard Mandilla. Si vous êtes dans une situation où, en termes de rapport de force, vous pouvez toujours dire « je veux que le capitalisme s'effondre dès demain et que ce soit la révolution », mais il n'y a personne, on se retourne et il n'y a personne derrière nous. Pour la bonne raison que les gens sont soit des travailleurs précaires, soit des chômeurs. Donc dans cette situation, vous n'avez aucune chance d'avoir aucun mouvement révolutionnaire. Si vous voulez imaginer qu'il y ait une révolution, la première condition, c'est que le taux de chômage soit inférieur à 2%. Et alors, on n'y est pas. Et en conséquence de quoi, c'est pour ça que je prétends que, paradoxalement, et au risque de choquer, des mesures, alors là, pour le coup, typiquement social-démocrates, enfin au sens historique du mot, consistant à diminuer les profits distribués et augmenter les salaires, par voie évidemment par une imposition faite par l'État. Je ne vois pas d'autre solution. Me paraît une condition préalable et indispensable pour qu'après, il y ait un changement éventuellement radical. Et par ailleurs, je vais quand même faire un petit complément parce que, bon, moi j'appartiens à un milieu social qui est tel que, enfin, qui était tel, hein, dans la vie on progresse, mais enfin, je me souviens de mon enfance et je peux vous dire que augmenter les salaires aujourd'hui de 500 €, au-delà de toute considération, je suis parti sur un plan d'efficacité économique, enfin sur un plan humain, je trouve que c'est quand même quelque chose qui ne manque pas d'être à considérer. Je crois qu'on a parfois assez faible idée de l'état de misère qui peut régner aujourd'hui dans ce pays. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur. Il me semble que dans un premier temps, augmenter les salaires permettrait aussi de libérer du temps politique, qui permettrait
plus fort, c'est ça? Non, qui permettrait de libérer un certain temps politique et un temps émancipateur qui permet de venir à ces rencontres économiques, effectivement, avec l'esprit allégé et le cœur un peu plus libre à ce genre de considération. Et je tiens à ajouter pour ma dignité intellectuelle que je n'ai absolument pas partie essentiellement des rencontres économiques. J'ai été aspirée avec ma camarade au terme d'un concours La parole aux étudiants, imaginez le travail de demain, dans lequel nous avons proposé le salaire à vie, la semaine de 20 heures et la copropriété d'usage. Alors, nous avons été... et la décroissance, voilà. Nous avons été primés, je pense, parce que c'est pour faire de bonnes figures, et maintenant ils ont une armée de polo vert. Voilà, bien sûr, nos propositions ne se retrouvent pas dans les débats et les sessions. Et j'ajoute que s'il y a des entarteurs dans la salle, on peut être un point de relais, parce que Macron arrive demain près du campus de Sciences Po. Oui, c'était juste Daniel Goudard, économiste, entre autres. Juste une petite remarque par rapport à ce que disait surtout Éric Stemlen. Je ne sais pas si vous avez vu dans les débats avec notamment ces fameux experts dans les médias, les gens commençaient à se désoler du fait que l'inflation était très faible, voire que la baisse... voir que la baisse des prix, l'évolution des prix pouvait aller à la baisse, et on agistait le spectre de l'économie du Japon qui cumulait à la fois une très faible activité, voire une baisse d'activité, une baisse des prix, ce qu'on n'appelait pas la stagflation, mais la déflation pratiquement. Et du coup, c'était présenté par tous ces gens-là comme presque l'horreur absolue. Or, tous ces gens-là nous ont martelé pendant des années qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires parce qu'elle allait faire de l'inflation. Donc une petite idée qui aurait pu leur germer aurait pu dire, si ça marche dans un sens, en général leurs modèles sont très linéaires, donc ça marche dans l'autre sens, donc on pourrait peut-être un petit peu augmenter les salaires, peut-être pas de façon aussi importante, mais quand même notable. Ça permettrait de faire un petit peu d'inflation. Et au passage, ça soulagerait dans un certain nombre de cas le poids de la dette et les choses de ce genre-là, pour autant que les minima sociaux suivent bien la véritable inflation. Juste une remarque qui est que, à mon avis, il y a comme ça trois branches qui se dessinent. D'un côté, l'augmentation des salaires. D'autre part, bien sûr, la réduction du temps de travail. Alors, là aussi, il faut voir que la réduction du temps de travail, que le gouvernement actuel ait renoncé à cette lutte qui est une lutte historique de la classe ouvrière est stupéfiant. D'autant qu'on sait bien que le plein emploi, c'est soit une vue de l'esprit, soit une promesse de campagne. Donc, il faut bien trouver une manière de permettre à chacun de travailler, non pas pour les raisons morales que j'ai dénoncées, mais simplement pour avoir le sentiment citoyen de participer à l'effort de la nation. Donc, justement, en diminuant le temps de travail et en permettant aux uns et aux autres d'occuper une fonction qui leur rende cette dignité que, par ailleurs, on leur dénie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est... il y a, à mon avis, de ce côté-là, un très grand chantier qui est de rendre au service public la place qui leur est due. Or, depuis le gouvernement de M. Sarkozy, les services publics ont été terriblement attaqués et l'on pouvait espérer, mais nous étions naïfs d'espérer, on est toujours naïfs d'espérer, que le gouvernement arrivé en 2012 aurait pour tâche première de rendre au service public la place qui doit être la leur. Et c'est au contraire la politique sarkozyste qui a été non seulement poursuivie, mais aggravée. Or, on sait bien, sans rêver à un monde idéal, que s'il existe une société où il y a de bas salaires et de hauts salaires, même si nous devons tout faire pour réduire l'éventail entre les uns et les autres, pour ceux qui ont les plus bas salaires, la vie n'est possible que s'il y a des services publics puissants. Moi, j'ai tourné plusieurs fois à Grigny 2, qui est à côté de Paris.
c'est extraordinaire de voir à quel point ces gens sont abandonnés de tout. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus de transport en commun. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, baisser les salaires, baisser le temps de travail, redonner au service public la place qui doit être la leur. C'est déjà ça aussi le début de la révolution. Oui, tout à fait, un service public de valeur avec des élus qui nous représentent et non des élus qui travaillent pour eux-mêmes. À lire le livre « Les recasés de la République » de François Lenglet, L-E-N-G-L-E-T, un journaliste d'investigation qui m'a ouvert les yeux sur la corruption actuelle au sein de notre société, de notre gouvernement, de notre société. C'est écœurant. Ça se lit très facilement, avec des chiffres, avec une conviction remarquable. Les recasés de la République. Nos craintes aux économistes là, qui interviewaient une personne qui se disait de l'ENA, et aussitôt elle dit oui, évidemment. Ils sont entre eux, ils sont de l'ENA, ils sont à Veolia, ils sont à Vivendi, ils se recasent. C'est une horreur, hein, les recasés de la République. Oui, bon, même si effectivement je partage globalement vos analyses, il me semble quand même que vous évacuez un peu facilement la problématique du protectionnisme ou du libre-échange. Alors c'est vrai, vous avez raison, enfin, non, parce que je crois que si effectivement vous donnez du pouvoir d'achat aux personnes qui n'en ont pas d'habitude, je crois que malheureusement, et on ne peut pas leur reprocher, elles vont d'abord acheter des produits bas de gamme. Donc, en général, des produits en provenance de l'étranger. Ce qui est vrai, par contre, c'est que si, par exemple, vous achetez de la fringue chinoise, il n'y a qu'une petite partie du prix que vous payez qui, en réalité, est payé aux producteurs chinois. Le reste, bien, c'est des impôts, c'est du transport, c'est de la plus-value capitaliste, etc. Bon. Donc ça, c'est vrai. Mais pour autant, quand même, il me semble que vous ne pouvez pas complètement évacuer le problème du protectionnisme avec cet argument. D'ailleurs, il me semble, bon, moi je ne suis pas économiste, mais sauf erreur de ma part, bon, peut-être est-ce que je me trompe, mais il me semble que la théorie keynésienne elle-même, Keynes, lorsqu'il a mis en place cette théorie, a expliqué lui-même que effectivement le fameux multiplicateur, pour qu'il marche, en tout cas pour qu'il marche bien, bon, il fallait quand même qu'il n'y ait pas trop de fuite dans les importations. Alors, autant effectivement, donc, je suis d'accord, je comprends bien votre argument, votre discours en disant, bon, c'est pas parce qu'effectivement on est dans la soi-disant mondialisation, que tous les marchés sont ouverts, qu'il ne faut pas augmenter les salaires, et puis de toute façon il faut les augmenter, ne serait-ce que pour des raisons d'équité, voilà. Mais pour autant, il est vrai qu'il y a un vrai problème de protectionnisme, parce que, y compris chez les économistes hétérodoxes, y compris dans la gauche alternative, eh bien, ce mot est tabou, c'est absolument imprononçable. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, parce que par ailleurs, il y a toujours des exceptions. Par exemple, la fameuse exception culturelle, c'est vraiment un scandale, non pas qu'elle existe, mais qu'elle soit une exception. C'est-à-dire qu'on a des intellectuels qui nous disent « Ah ben nous, vous comprenez, nous, on fait quelque chose de noble, hein, on fait de la chanson, il faut protéger la chanson française, on fait du cinématographe, il faut protéger le cinématographe français. Ben, d'accord, moi je suis d'accord. Et d'ailleurs, même les libéraux aussi sont d'accord. C'est quand même extraordinaire. Et les mêmes vont voir la classe ouvrière en lui disant « Ah bah oui, bah toi, la classe ouvrière, tu fabriques des trucs matériels, etc. Tu fais pas de la qualité. Donc pour toi, hein, pas de protectionnisme, concurrence libre et non faussée, et puis démerde-toi. » Voilà. Donc je crois quand même que c'est un peu fort de café, et que, y compris à l'intérieur de la gauche alternative et de l'économie alternative, il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu plus à cela.
Alors, je suis plus que d'accord avec vous. Donc, alors, j'en ai pas parlé parce que c'était en fait dans ce que j'avais prévu de dire, c'était une petite parenthèse, enfin une importante mais courte parenthèse. Après avoir dit que, en effet, plus de 80% de la consommation des ménages n'est pas importée, quoi, d'origine française. Bien entendu que, de manière générale, l'économie française actuelle, enfin, l'économie mondiale d'ailleurs, mais enfin, donc toutes les économies, la part des importations est tout à fait excessive. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est entré dans un système parfaitement grotesque et qui présente tous les inconvénients possibles qui sont bien connus. Et alors, pour contribuer, après avoir dit que je suis entièrement d'accord avec vous, je vais même contribuer à un certain nombre de mesures qu'un programme commun de la gauche pourrait imaginer de façon à ce que sur ce sujet, on ne laisse pas le monopole du réalisme économique à l'extrême droite. Parce que jusqu'à présent, ce que j'entends, c'est « Ah, mais le discours du Front National sur le plan économique, c'est bullshit et autres nullités, etc. » Lisez-le, vous verrez que c'est pas si con que ça en a l'air. Et que donc, le problème, c'est que précisément, ce soit ce mouvement-là qui tienne un discours sur le plan économique dans lequel il y a des choses dont on ferait bien de, non pas forcément s'inspirer, parce qu'il y a toutes sortes de choses absolument épouvantables, mais qu'on ferait bien de regarder avant de simplement dire que c'est nul. Alors, et le fait qu'à gauche, il n'y ait aucun discours en termes de protectionnisme, ou des polémiques plutôt que des discours, c'est un désastre. Un désastre sur le plan électoral, parce que le français moyen, lui, il sait pertinemment qu'il y a un problème d'importation. Il le sait. Mais justement, on ne lui en parle pas. Alors, je proposais 4 mesures ou piliers en termes de protectionnisme. Alors la première, elle va faire hurler parce qu'évidemment, elle rappelle quelque chose. L'obligation pour les administrations, les services publics et les entreprises d'intérêt général, en particulier dans l'énergie et les transports, de faire appel autant que possible à des fournisseurs français. Parenthèse, ce qui présuppose la dénonciation des traités européens, dénonciation qui de toute façon est indispensable et urgente. Deuxième orientation. Des économies d'énergie, en particulier pour l'habitat et les bureaux, parce que l'énergie, évidemment, c'est une source d'importation, comme chacun sait, par les produits pétroliers et gaziers. Les économies d'énergie, en particulier pour l'habitat et les bureaux, rendues obligatoires, je suis désolé d'utiliser ce terme épouvantable, rendues obligatoires et non pas espérées par de vagues mesures incitatives qui se traduisent par des effets d'aubaine et par la baisse des recettes publiques. Alors, je fais à nouveau une parenthèse. Quand je dis rendu obligatoire, là, en général, je sens les gens frémir. Un type d'obligation pourrait être le suivant. Vous savez, peut-être, les gens ici qui ont l'heureuse chance d'être propriétaires de leur logement, quand on achète un logement, il y a des diagnostics à n'en plus finir, en particulier sur la consommation d'énergie. Diagnostics qui ne servent rigoureusement à rien. Si on décrétait que le propriétaire qui vend un logement doit, entre la promesse de vente et la vente, avoir fait monter d'un niveau son niveau de protection, enfin d'économie d'énergie. Alors vous allez me dire, c'est épouvantable, c'est une honte, on va obliger les gens à faire quelque chose, enfin, c'est le goulag, quoi. Alors, ce qui me surprend terriblement, alors en réalité, ce qu'on fait, c'est, si vous faites des économies d'énergie, vous payez moins d'impôts. Autrement dit, c'est les pauvres, par la TVA, qui vous financent vos fenêtres à double vitrage, quoi. C'est comme ça que ça marche, quoi, finalement. Et moi, je prétends qu'on devrait obliger les propriétaires à faire ce genre de mesures, on devrait obliger les bureaux à le faire, et j'en ai un peu marre, à chaque fois qu'on parle d'économie et qu'on dit « ah ben non, on ne peut pas obliger qui que ce soit », mais sérieusement, on n'a pas le droit de fumer où on veut, on n'a pas le droit de rouler à la vitesse qu'on veut, on n'a pas le droit de fréquenter des prostituées, paraît-il, on n'a pas le droit de... Enfin bon, il y a des interdictions, des obligations, etc. à tour de bras sur tous les sujets les plus personnels, et on n'aurait pas le droit de prendre de mesures d'obligation en matière économique. Chut, chut, chut. Et je termine. Un instant, on va y arriver. Très bien.
Bon, donc, économie d'énergie rendue obligatoire. Troisième piste, en termes de protectionnisme, la préférence pour les circuits courts, c'est-à-dire faire en sorte que les distributeurs acquittent une taxe en fonction des distances parcourues par les produits, tout simplement. Alors évidemment, ça implique au passage, et c'est tant mieux, une parfaite traçabilité, qui par ailleurs est une nécessité absolue. Et puis, de manière plus générale, un protectionnisme que je qualifierais d'humain, de social et d'écologique, qui revient à interdire purement et simplement, alors je suis encore désolé d'utiliser des termes pareils, interdire, ouais, à interdire purement et simplement la commercialisation de biens fabriqués dans des conditions criminelles relevant de l'esclavage ou de l'incarcération. Ce qui veut dire que il ne s'agit pas de taxer les produits venus d'Indonésie, d'Inde, du Bangladesh, ou je ne sais pas trop quoi, de dire « faut payer ci », etc. Non, il faut les interdire, quoi. Il y a un moment donné, il faut prendre les choses par leur nom. En 1880, les États-Unis ont interdit l'importation de produits fabriqués dans des prisons. Franchement, dans les prisons, il est assez rare qu'on meure dans un incendie et qu'il y ait 1000 personnes tuées dans un incendie dans une prison. Alors justement, c'est ce qui se passe au Bangladesh, ce qui se passe dans ces pays-là. Vous avez des femmes qui travaillent pour $3 par mois, des fois j'allais dire par jour, mais tellement c'est délirant que ce soit par mois. Bon, et on les enferme dans des ateliers dont elles ne peuvent pas sortir. Bon, et on n'interdit pas ces produits, on dit ah ben non, il faut qu'on discute, il faut qu'on aille sur place pour voir ce qu'on peut faire, etc. Non, il s'agit de les interdire, d'interdire. Les gens qui contreviennent à cette interdiction, il y a des lois en France qui interdisent l'esclavage, c'est puni de prison. Bon. Et donc, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on change totalement de discours, il faut qu'on parle d'un discours radical. Et je vous dis, j'en ai marre d'entendre. On ne peut pas interdire, il ne peut pas y avoir de choses obligatoires dans une société qui est bourrée d'interdits, sauf dans le domaine économique. Ben, c'est pas possible. Excusez-moi, je prends un coup de sang, là. Je termine ce quatrième point. Je parlais de l'esclavage, d'où mon énervement, et également interdire les produits qui participent à la destruction de l'environnement naturel. Quand même, là aussi, pourquoi on laisse rentrer des produits dont on sait qu'ils ont contribué à la destruction de la planète, tout simplement. Alors, je vous propose à ce propos une petite remarque amusante, on va dire. Je trouve qu'au sein de l'Europe, au lieu de nous emmerder avec toutes sortes de réglementations grotesques, on devrait se pencher sur les exportations industrielles allemandes. Parce qu'elle s'appuie sur une production énergétique à base de charbon et de lignite, c'est-à-dire les produits les plus épouvantablement polluants, et non seulement polluants en termes de pluie acide et d'effet de serre, mais nocifs en termes de microparticules et de silicose du mineur. Et on laisse tous ces produits allemands envahir l'Europe, alors le monde par ailleurs, mais enfin envahir l'Europe alors qu'ils contribuent à la mort des travailleurs et des populations par les effets sur l'environnement. Je trouve qu'une réflexion devrait avoir lieu sur ce sujet. Bonjour. Je suis, par rapport aux importations... Problème ? Par rapport aux importations, je suis dubitatif parce que qu'est-ce qu'on leur envoie ? On leur envoie du papier-monnaie qui n'a pas de valeur et on récupère de la marchandise. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays ? C'est ce que l'on a, ce n'est pas le papier qu'on imprime. De vouloir interdire les importations, de vouloir faire du protectionnisme, c'est créer des barrières, c'est créer des frontières qui, un jour ou l'autre, déchirent le tissu social. Je pense qu'il faudrait... ne pas réfléchir de façon à identifier la valeur et la marchandise. Parce que ces importations, c'est ce qui fait que nous avons tout ici. Ce qu'ils n'ont rien là-bas, c'est parce que le blocage, ce n'est pas le principe de l'importation, c'est qu'on leur vend de la marchandise avec une valeur de une monnaie de haute valeur
Et on leur paye leur travail avec une monnaie sans valeur. Si on avait une monnaie, au contraire, généralisée mondiale, qui a une valeur correcte pour tout le monde, l'Africain, quand il travaille, il serait payé avec une monnaie de valeur. Il aurait son travail payé. De vouloir interdire des importations ou freiner, ou dire, par exemple, au Bangladesh, c'est catastrophique la façon dont ils vivent, mais si on coupe les ponts, ils vivent plus même. Ils n'ont même pas ça. C'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas se contenter de mettre des barrières, de mettre des règles. Il faut réfléchir à l'échange. Je travaille en informatique, par exemple. Si on fait une taxe au transport, quand vous ouvrez un ordinateur, vous avez tous les pays du monde. Et on est tous ravis d'avoir des ordinateurs. Ça nous permet de communiquer, ça nous permet de parler. Mais il faut... je suis absolument déçu quand on pense protectionnisme, parce que je pense qu'on se trompe de problème. Le problème, il est vraiment dans la structure d'échange équilibrée. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne l'écologie. L'écologie nous montre que des animaux tous différents arrivent parce qu'ils ont un équilibre des échanges. Or, si on leur impose nos monnaies fortes et qu'on les oblige à avoir des monnaies internes faibles, ils sont forcément perdants. Quand on achète quelque chose à l'étranger, il faut le payer au prix normal et avec une monnaie normale qui ait autant de valeur pour eux que pour nous. Je suis personnellement pas d'accord à ces barrières protectionnistes. Alors, soyons clairs, je parle de barrières. Moi, je suis favorable à des barrières protectionnistes dans les conditions que je viens d'indiquer, c'est-à-dire pour les produits fabriqués dans des conditions relevant de l'incarcération, ou de l'esclavage, soit très clair. Et là, je suis pour les barrières. Je maintiendrai ce que... Alors, vous faites comme vous voulez. Vous avez le droit de considérer que c'est très bien qu'on achète des produits fabriqués par des esclaves. Moi, je considère que ça devrait être interdit. Et je ne reproche pas, par contre, à la personne qui est au SMIC d'aller acheter des t-shirts fabriqués dans ces conditions. Il n'y peut rien, il ne peut pas faire autrement. Quant à me dire, les gens ont besoin, je ne sais pas, les Bangladesh ont besoin de fabriquer des t-shirts dans des conditions carcérales, non, on n'a aucun besoin de ce genre. Les économies locales pourraient vivre très bien sans l'esclavage. La preuve, c'est que on peut inventer des économies non esclavagistes et qu'on peut progresser. Et que l'argument consistant à dire si vous faites un embargo ou une interdiction, vous allez laisser crever ces gens-là, j'ai une réponse très simple, ça s'appelle l'Afrique du Sud. Quand, pendant des décennies, on a fait l'embargo sur l'Afrique du Sud pour obliger à ce que le gouvernement africain cesse l'apartheid, le résultat, c'est qu'on a gagné et que les Noirs d'Afrique du Sud ont réussi à prendre le pouvoir. Ils n'ont pas été gênés, au contraire, ils ont senti qu'ils étaient soutenus de l'étranger par le fait qu'on faisait un embargo sur les produits sud-africains. En revanche, évidemment que je suis ouvert aux échanges. Ça va de soi, mais aux échanges dans des conditions équitables et pas dans des conditions où nous sommes consommateurs et eux sont esclaves. La première indication dont vous parlez, qui est sur la monnaie, alors là, vous m'autoriserez, alors bon, je vais être poli, éviter d'éclater de rire, mais franchement, on a déjà une monnaie unique en Europe qui est un pur désastre, qui est un cauchemar, alors arrêtons là. Hein. Vous avez du cœur, Eric. Nous avons tous un cœur. C'est même peut-être ce que nous avons le plus en commun. Merci. L'Évangile selon Véronique. Oui, ma question sera double. Mon intervention sera double. Je n'ai pas écouté votre propos, donc je suis un peu déphasé, vous m'en excuserez. Sur la question du protectionnisme, sur l'absence de barrières ou de frontières, la question, c'est que la nation, c'est une dimension de caractère pertinent. Elles se sont construites comme la Grèce, beaucoup face à l'Empire ottoman, et la nation italienne et la nation allemande aussi ont eu en face les empires, les trois empires qui essayaient de les dominer. Et je pense que ces constructions sont historiquement, peuvent être stables. Il faut encore vouloir qu'elles le soient et vouloir effectivement avoir un regard un peu internationaliste, inter-nation avec un grand N pour comprendre les choses. Et il y aurait certainement des formes de coopération entre les pays qui permettent le protectionnisme. Parce qu'on est en train de l'enlever.
comme l'OMC parfois est un peu rigide et protège parfois aujourd'hui. Il n'est plus aussi pertinent qu'avant pour leur commerce international pour faire n'importe quoi. Et maintenant, ils essaient de mettre d'autres systèmes, de posséder le monde. Il y a eu l'ALENA qui a échoué, parce que les pays latino-américains ont été capables de le faire échouer, à part le Mexique et le Canada. Mais le Mexique en souffre terriblement, le pays où il y a le plus de morts aujourd'hui. Et puis, ils essaient de faire pareil avec l'Asie. Ils l'ont fait entre l'Europe et le Canada. Et ils essaient de le faire. Donc, ces systèmes-là, ils enlèvent toutes les barrières et ils enlèvent toutes les protections. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est vraiment faire n'importe quoi. Donc, si vous aimez le poulet aux hormones, ou je sais pas, non, je crois que c'est le poulet au chlore, ou je sais pas encore quoi, ou le gaz de schiste peut-être. Enfin, ça, c'est les exemples les plus classiques et les plus sur lesquels on rebondit parce qu'on a l'impression qu'on se fait manger le cœur. Vous permettez? À moins qu'il y ait d'autres questions très... Voilà. Donc, le protectionnisme, il y a des possibilités lorsque les balances commerciales entre les pays on réfléchit à l'équilibre des balances commerciales. Lorsque des produits sont importés, sont nécessaires au pays, et les produits exportés, nécessaires au pays. Donc, quand ça marche, dans des échanges, comme dans l'alternative bolivarienne, ça existe. Et les pays sont respectés avec leur souveraineté. C'est la charte de l'ONU. Mais quand je reçois, moi, des produits d'Israël, Palestine, et qui sont fabriqués dans des territoires qu'on occupe et que l'on met en guerre, c'est pas normal. Alors, sur ma deuxième version de question, vous avez parlé de réduction du temps de travail. Il me semble qu'aujourd'hui, avec le temps de travail, on est déjà dans un temps relativement réduit si l'on prend l'ensemble des salariés dans le cadre de leur précarisation, de leur travail précaire ou de leur travail court. Donc, ils n'ont pas le choix. Et il me semble que le temps de travail est déjà très bas. Et alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez de cela. Et je pense que c'est une nécessité de réduire le temps de travail de partout. Il y en a qui travaillent trop longtemps. Mais ce qu'il faudrait également, dans le domaine du travail, c'est ce rapport entre le capital et le travail. Ça, c'est la source essentielle. Elle n'est pas simplement... C'est une lutte de classe dans laquelle nous sommes engagés. Et cette lutte de classe, elle irradie l'ensemble du peuple français, de l'ensemble des peuples de la Terre. Donc c'est peut-être la question de la cotisation sociale généralisée. Donc ce que propose Bernard Friot est une chose quand même très intéressante à voir. Parce que ça existe déjà pour les fonctionnaires et pour les chômeurs, pour ceux qui ont des aides. Et les assistés, ce sont les riches. Merci. Gérard va répondre sur le temps de travail, mais je vais juste dire un mot. Le temps de travail n'est pas si court que ça. Comme on nous rebat les oreilles jour et nuit avec l'histoire des 35 heures, on s'imagine bêtement qu'en France, on travaille 35 heures par semaine, mais ça, c'est une durée légale. En France, on travaille en moyenne 38 heures par semaine, voilà. Ce qui est une durée relativement élevée, par exemple, beaucoup plus élevée qu'en Allemagne, contrairement aux lubies absolues qui consistent à expliquer que le travailleur allemand est très travailleur et que le français, lui, évidemment, fout rien. Non, il se trouve que la durée moyenne hebdomadaire en France, c'est 38 heures aujourd'hui. Et la durée légale au Danemark est de 29 heures. Et pourtant, le Danemark n'est pas l'État qui est dans la plus mauvaise situation économique et sociale. Donc, moi, je pense que la réduction du temps de travail, quand on parle de ça, c'est bien évidemment la réduction légale du temps de travail pour un salaire qui serait le même. Et je crois que là aussi, la FARC avait très bien senti la problématique qui s'ouvre à nous. La FARC, au XIXe siècle, voyait comment l'industrialisation libérait les salariés des tâches asservissantes qui étaient les leurs. Et donc, la question qui se posait était que faire du temps qui était libéré par, à ce moment-là, la journée de 8 heures qui paraissait une monstruosité pour tous les patrons. Et donc, je crois qu'on est encore dans cette idée-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y aurait, à mon sens, un travail très important à faire pour redéfinir ce que nous nommons travail, dans la mesure où, à partir du moment où justement l'ensemble de ces tâches asservissantes disparaîtront au fur et à mesure des développements techniques et technologiques, eh bien oui, il faut simplement que les uns et les autres puissent avoir une place dans la société
qui tout simplement rend justice à leurs propres capacités personnelles. Et pour que cela soit, eh bien, la réponse de la FARC, mais qui serait aussi ma réponse aujourd'hui, est de dire que ce temps libéré du travail, forcément, à quoi doit-il être destiné? Eh bien, à l'étude, au savoir, à la culture, à la science, etc. C'est-à-dire la création de richesses qui sont des richesses pas immédiatement monnayables, mais qui servent à l'ensemble de la communauté. Puisqu'il faut discuter du programme économique du Front National, il me semble que le protectionnisme à la sauce Front National, c'est peut-être juste l'occasion pour le patron français d'exploiter le travailleur français. C'est pas un changement de perspective énorme. Non, mais c'est ça, bien sûr. Il nous reste 5 minutes, donc une dernière question là. Oui, c'était un peu pour... Pardon. Non ? C'était un peu pour revenir sur l'histoire de... Par rapport à la mesure proposée par Eric Stemlen sur l'histoire des importations. Il y a un certain nombre d'organismes, notamment, qui publient des études très intéressantes, notamment le Bureau d'études économiques du Congrès américain, qui a dans des chiffres, alors ils sont un petit peu anciens, ils doivent dater de 2010, qui disait que quand on mettait 100 de pouvoir d'achat, on donnait 100 de pouvoir d'achat, si on le donnait à la fraction la plus riche de la population, les 10% les plus riches, ça faisait que 20%, on met 100, ça faisait que 20 de consommation, donc d'activité supplémentaire. Pour le pays, le reste partant pour partie en importation, pour partie en placement financier qui accumule les bulles et cherche des rendements comme ça, et vont accumuler les contraintes. Si on le donne dans les 10% de la population les plus pauvres, ça fait pratiquement 100 de consommation. Or, ce qui était proposé là, au fond, c'était de prendre à des gens qui participent peu à la croissance et de le donner à des gens qui participent beaucoup plus. Et en faisant ce transfert, contrairement à ce qui est dit, on diminue les importations.